Il est 17 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal que l'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République présente ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de circulation survenu ce matin à Tiaret à Ain Lemsen. Un accident dû à la conduite imprudente d'un semi-remorque qui est entré en collision avec un bus scolaire. Le cadre juridique institutionnel algérien garantit pleinement les droits, les libertés et un environnement favorable à l'expression, à l'action des défenseurs des droits de l'homme. Des propos du représentant permanent de l'Algérie à Genève, Rachid Bladhen. Le journaliste français Jean-Michel Apathy a été écarté de l'antenne par la chaîne qui l'emploie après avoir évoqué des massacres de la France coloniale dans plusieurs régions du pays, des crimes longtemps minimisés par les médias français de l'époque. Au Maroc, la corruption et la censure gangrènent le pays, détournement de fonds, inflation galopante et une impunité qui ne cesse de s'étendre. Le régime opte aussi pour l'expulsion d'observateurs pour étouffer toute dénonciation de la répression dans les territoires occupés du Sahara occidental. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de circulation survenu ce matin à Ain Lemsen, sur la route reliant Franda à Ain Kermes, dans la wilaya de Tiaret. Un accident qui a fait 2 morts et 33 blessés, dont un dans un état grave qui était sur le chemin de l'école. En cette douloureuse circonstance, le président de la République a exprimé sa compassion avec les familles de ces victimes, priant en Dieu, en ce mois sacré, de les accueillir en son vaste paradis et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Cette tragédie, due à une collision entre un camion semi-remorque et un bus scolaire, nous saluons l'intervention des unités de la protection civile qui ont secouru les blessés avant qu'ils ne soient pris en charge au niveau des établissements de santé de Sougher et Tiaret. Le président de la République a réitéré son appel à toutes les institutions concernées à intensifier leurs efforts et à redoubler de vigilance pour éradiquer le terrorisme routier qui a encore une fois frappé nos enfants en plein mois sacré de Ramadan. Le Premier ministre Nadel Arbaoui a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec le chef du gouvernement de la République tunisienne, Kamel Maddouri, à l'occasion du mois de Ramadan. Les 2 responsables ont échangé leurs vœux et ont salué les relations privilégiées entre les 2 pays, les 2 peuples frères. Ils ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale à un niveau d'intégration stratégique dans plusieurs domaines, en accord avec la vision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et de son homologue tunisien, Kais Saïd. Les discussions ont aussi porté sur le développement des régions frontalières, la coordination et la concertation entre les 2 pays. La lutte contre la contrebande et les défis communs figurent également parmi les priorités, notamment dans le cadre de la commission mixte dédiée à la coopération frontalière. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé hier soir à New York un communiqué de presse sur initiative du groupe A3+, dans lequel il a réaffirmé son ferme engagement pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan et exprimé sa vive préoccupation concernant les discussions en cours sur l'établissement d'une autorité gouvernementale parallèle dans ce pays. Les membres du Conseil de sécurité ont souligné que de telles actions risquent d'exacerber le conflit en cours au Soudan, de fragmenter le pays et d'aggraver une situation humanitaire déjà désastreuse. Ils ont aussi appelé les parties au conflit à rechercher une cessation immédiate des hostilités et à s'engager de bonne foi dans un dialogue politique et des efforts diplomatiques en vue d'un cessez-le-feu durable. Exhorter également tous les États membres de s'abstenir de toute ingérence extérieure cherchant à attiser le conflit et l'instabilité, à respecter leurs obligations en vertu du droit international et à mettre en œuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Au cours du dialogue interactif avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et d'association, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à Genève, Rachid Bladhen, a réitéré le plein engagement de l'Algérie en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme à tous les niveaux, comme mesure phare du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le diplomate a affirmé que le cadre juridique et institutionnel algérien garantit pleinement les droits et les libertés et un environnement favorable à l'expression, à l'action des défenseurs des droits de l'homme, conformément aux pratiques internationales. Rachid Bladhen s'est exprimé lors du dialogue interactif sur le rapport de la visite en Algérie de la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme, Marie Laulor.
Le journaliste français Jean-Michel Apathy a récemment remis en lumière plusieurs massacres de la France coloniale dans plusieurs régions du pays où des dizaines de milliers d'Algériens ont été tués. Des répressions sanglantes, longtemps minimisées par les médias français de l'époque. Une prise de position qui lui a valu d'être écarté de l'antenne par la chaîne qui l'emploie. Walid Yousfi. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? La dénonciation par Jean-Michel Apathy des crimes commis par la France coloniale en Algérie a levé le voile sur des écrits et des témoignages qui remontent à l'époque de l'occupation coloniale. À l'image de cet article de presse paru en août 1945, ce journal dénonce des massacres de dizaines de milliers d'Algériens lors des tristement célèbres manifestations de Sétif, de Guelma, de Kharata et de Constantine. Le bilan des morts est estimé entre 20 000 et 45 000 martyrs. Cette édition revient notamment sur le silence et la campagne de désinformation des médias français de l'époque, qualifiant les manifestants algériens pour la liberté d'éléments troubles ou de provocateurs. Des massacres rappelés par Jean-Michel Apathy, journaliste français, sur ce plateau de télévision. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? Ah, mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Vous voyez, j'ai mais quand même vous ne les la chakras connaissez pas ouverts. du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie ? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Peu de temps après cette émission, Jean-Michel Apathy a été retiré de l'antenne par la chaîne qui l'emploie jusqu'à nouvel ordre. Des pratiques qui témoignent de la politique de deux poids deux mesures que la France a de tout temps utilisée. L'Algérie devient une fois de plus un sujet de surenchère politique en France. Des responsables n'hésitent pas à instrumentaliser les relations entre les deux pays, jouant ainsi sur les tensions et ravivant les discours d'extrême droite. Une rhétorique qui revient à chaque scrutin où l'Algérie est souvent utilisée comme un argument électoral. Ismaël Soltan et Rina Lohari. L'Algérie ne se résume plus à un simple enjeu diplomatique ou historique pour l'extrême droite française. Elle est devenue un prisme à travers lequel se rejoue sans cesse un discours teinté d'hostilité et de surenchère politique. Des déclarations officielles au débat parlementaire, des plateaux télévisés au banc du Sénat français, la fièvre algérienne s'empare régulièrement du paysage politique français, alimentant les polémiques et les postures électoralistes. Dernier épisode en date. Le Sénat français a relancé le débat sur l'accord franco-algérien de 1968, un texte régulièrement brandi dès qu'il est question de l'Algérie. Certains sénateurs ont tenté d'apporter une approche plus mesurée, mais leurs voix sont restées marginales face à une classe politique qui peine à se détacher de son passé colonial. Obsession de l'extrême droite et désormais du gouvernement, l'accord de 68 cristallise toutes les tensions. Cet accord a pourtant été révisé à 3 reprises. À chaque fois, Alger a répondu favorablement, permettant une collaboration constructive. Ne laissez pas le ministre de l'Intérieur faire des Algériens et de la relation franco-algérienne la victime de ses obsessions migratoires. Plutôt que de gérer les crises, Bruno Retailleau semble en être l'architecte, endossant tour à tour le rôle de ministre des Affaires étrangères et ministre de la Justice. Présent sur tous les plateaux, le ministre français de l'Intérieur multiplie les déclarations incendiaires, attisant la haine et les divisions, pendant que les dossiers s'empilent sur son bureau. Nouvel épisode déplorable de cette montée en tension et inacceptable pour nous, avec une instrumentalisation d'enjeux diplomatiques importants pour la France au profit de la course à l'extrême droitisation de Retailleau. Les politiciens de l'extrême droite continuent d'agiter leur slogan de haine, sans se douter qu'ils ne font que fragiliser le pays, fracturer la société et précipiter le déclin économique, laissant une France divisée et vulnérable. Pendant ce temps, au Maroc, la corruption gangrène le pays, détournement de fonds, inflation galopante et une impunité qui ne cesse de s'étendre. La population subit de plein fouet les conséquences d'un régime qui verrouille toute opposition. Les voix dissidentes, elles, sont systématiquement muselées. Ayadahou et Majda Djahmoun.
Dans un pays où la dignité humaine est piétinée, le régime du Makhzen redouble d'ingéniosité, pas pour être au chevet de son peuple, mais plutôt pour imposer sa loi répressive sur lui. En effet, il étend son emprise à travers un réseau d'informateurs infiltrés partout, dans les administrations, les commerces et les marchés. Toute voix discordante devient une cible, traquée et réduite au silence avant même d'avoir eu le temps de s'élever. J'ai été menacé de mort à plusieurs reprises et j'en ai des preuves sur mon téléphone. Ils veulent se débarrasser de moi. La Coupe du Monde et le tourisme au Maroc, ce ne sont que des illusions, de la poudre aux yeux, rien d'autre. Nos ancêtres sont morts pour la justice. Si nous continuons à nous taire, soyez sûrs que nous allons vivre dans un blocus pire que celui-ci. Les experts marocains estiment que le coût de la corruption dépasse les 5 milliards de dollars par an. Pourtant, la justice du pays reste passive face aux prédateurs de l'argent public. Les rares procès engagés dans ces affaires ne sont souvent que des mises en scène sans véritable conséquence. Pendant ce temps, ce sont les Marocains qui subissent de plein fouet la flambée des prix. La vie est tellement chère, la viande est devenue un produit de luxe, on ne peut l'acheter. Nous voulons qu'il soit mis fin à cette oppression. Malgré la colère persistante dans les rues marocaines, le Makhzen continue de faire la sourde oreille en marginalisant et en réprimant son peuple abandonné à son sort. Et lorsque la censure ne suffit pas ou plus, le régime opte pour une autre méthode, l'expulsion. Un syndicaliste espagnol venu observer la situation des Sahraouis dans les territoires occupés a été refoulé par les autorités dès son arrivée. Une expulsion qui en dit bien long sur la volonté du régime d'étouffer toute dénonciation de la répression dans un territoire où les journalistes, militants et observateurs internationaux sont régulièrement empêchés d'accéder. Hafida Abdessadouk et Amela Sefta. Les violations de l'occupation marocaine au Sahara occidental se multiplient. Quelques jours seulement après le scandale de l'interdiction d'entrée de plusieurs députés européens à l'Aïoun occupé, les autorités marocaines ont procédé à l'expulsion arbitraire d'un responsable syndical espagnol de la ville de Dakhla occupée. Ce syndicaliste espagnol était en mission pour observer la situation sur le terrain et rencontrer des militants sahraouis. Cependant, il a été contraint de quitter la région dans des conditions qu'il a lui-même qualifiées d'inacceptables. Face à cette expulsion, la Confédération générale des travailleurs d'Espagne a vivement condamné cet acte et a appelé le gouvernement espagnol à adopter une position ferme contre les violations perpétrées par l'occupant marocain dans les territoires sahraouis occupés. De son côté, l'Union générale des travailleurs sahraouis a également dénoncé avec force cette expulsion, appelant à l'ouverture des villes occupées aux délégations syndicales et aux organisations de défense des droits humains. Elle a dénoncé la politique de censure imposée par l'occupation marocaine pour dissimuler ses crimes contre le peuple sahraoui. Ces événements illustrent une fois de plus l'impunité dont bénéficie l'occupant marocain au Sahara occidental. Poursuivant une politique de répression systématique, de restriction des libertés des Sahraouis et d'opacité médiatique, l'occupation marocaine cherche à masquer la réalité de la répression, du pillage des ressources et des violations des droits du peuple sahraoui. Des vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent des individus tenant des propos discriminatoires après le match de football opposant le MB Louis VII et l'USM Al-Harrach. Face à ces images, le parquet près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication a ouvert une enquête préliminaire. Les investigations ont permis d'identifier 6 suspects, conduisant à leur arrestation et à la saisie de leur matériel électronique. Présentés hier devant le procureur de la République près le pôle pénal national, ils sont poursuivis pour discrimination, discours de haine et diffusion de contenu portant atteinte à l'intérêt national. L'ancien gardien international Mourad Bousebt a été élu nouveau président de la Fédération algérienne de handball pour le mandat olympique 2025-2028 à l'issue des travaux de l'Assemblée générale élective tenue à huis clos aujourd'hui à Alger. Seul candidat en lice, Bousebt a récolté 62 voix sur les 72 votants, succédant ainsi au poste de président de la fédération à Karima Taleb. Les membres de l'Assemblée générale ont également procédé à l'élection de 3 vice-présidents, Yazid Akshish, Sofiane Riat et Ali Fella, ainsi que les membres du bureau exécutif de l'instance fédérale. Réunion session ordinaire vendredi dernier, les membres de l'Assemblée ont adopté les bilans moraux et financiers du précédent mandat.
La wilaya de Béchar confirme son rôle clé dans la production agricole en Algérie. Avec des terres de plus en plus exploitées et des techniques modernes, la région mise sur des cultures stratégiques qui donnent déjà de bons résultats. La superficie dédiée aux céréales s'est encore élargie à cette saison grâce à un accompagnement et des moyens techniques renforcés, notamment en matière d'irrigation, de quoi assurer une meilleure production et répondre aux besoins du marché. Yasmine Massoudi. Dans la vallée de la Saoura, notamment à Béchar, les cultures stratégiques enregistrent des résultats prometteurs. Parmi les exploitations agricoles en développement, la ferme de Abdelkader se démarque dans la production céréalière et mise sur un bon rendement pour sa première moisson. Nous avons réalisé un premier essai en céréaliculture avec des résultats satisfaisants, notamment pour le maïs. L'État nous a également apporté son soutien. Nous avons accompagné et encadré les agriculteurs dans l'utilisation des engrais, le suivi du développement des cultures et l'application des techniques d'irrigation. Cette année, la qualité des semences est au rendez-vous, augurant d'une production satisfaisante. Cette exploitation agricole constitue une expérience prometteuse grâce à l'adoption de techniques modernes, appuyée par l'accompagnement de l'État et la mise à disposition des moyens nécessaires aux agriculteurs. Cette saison, Béchar a étendu les superficies dédiées à la céréaliculture à environ 2200 hectares. Cette expansion s'accompagne d'un soutien aux agriculteurs à travers divers moyens agricoles, notamment l'irrigation par pivot, les bassins d'eau et les forages des puits. La céréaliculture à Béchar enregistre une amélioration notable, offrant des perspectives encourageantes pour le secteur agricole. Dans le sud du pays, c'est une toute autre approche qui émerge. À Ouargla, l'aquaculture prend de plus en plus d'ampleur. Des agriculteurs ont choisi de diversifier leur activité en intégrant l'élevage de poissons à leur exploitation. Une pratique qui ne fait que renforcer la production agricole. Il faut aussi dire que les investissements portent leurs fruits et les résultats sont déjà visibles à l'image de certaines fermes modèles qui prouvent tout le potentiel de ce secteur en plein développement. Farhat Mouzaoui. Dans ce vaste paysage désert, des cultures sahariennes en perte de vue. Ouargla plonge sur une toute autre culture, la pisciculture, et devient dans ce fait un pôle important dans la production aquacole. Cette ferme fait partie des exploitations situées dans la wilaya de Ouargla. En ce qui concerne les formations, il semble y avoir une prise de conscience sérieuse concernant le secteur de l'aquaculture, car la Chambre de l'agriculture organise des sessions de formation dans ces écoles spécialisées dans les 14 wilayas sous ma juridiction. Nous accompagnons les agriculteurs depuis le début de leur parcours dans l'élevage de poissons d'eau douce. Et nous avons observé un développement notable ainsi qu'une augmentation de la production agricole, notamment après l'irrigation avec les eaux des bassins. Dans la commune de Hassib Ben Abdallah, plusieurs agriculteurs ont investi dans l'aquaculture. Ils assurent l'élevage de plusieurs sortes de poissons, à savoir la tilapia du Nil et le poisson-chat. Je conseille aux étudiants universitaires et chercheurs dans ce domaine de se former dans ce secteur. Nous sommes prêts à les guider et à leur fournir toutes les informations nécessaires pour développer l'investissement dans cette filière car elle a un avenir prometteur. Ces bassins dédiés à l'élevage de poissons tilapia et poissons-chat nous ont beaucoup aidé à augmenter la production agricole, au point que nous avons pu nous passer d'autres types d'engrais. C'est pourquoi je lance un appel aux autorités compétentes pour soutenir les éleveurs et développer ces bassins et leur accorder l'attention nécessaire. Les exploitations agricoles ayant fait ses preuves dans l'ensemencement avec de l'eau d'alvin venue d'Égypte, conçue dans le cadre de l'investissement privé, cette ferme aquacole a un des résultats probants qui a fait la fierté de son propriétaire.
Grâce à l'accompagnement de la Chambre d'aquaculture et la direction de la pêche maritime, nous avons obtenu un certificat en élevage de poissons ainsi qu'une carte d'artisan, ce qui nous a encouragés à entrer dans ce domaine en toute simplicité. Grâce à ce projet, on aura une autosuffisance dans le secteur agricole et aquacole. Alors que le mois de Ramadan bat son plein, la demande pour les pâtisseries traditionnelles, notamment la zlabia et le qalbellouz, atteint des sommets. Elles sont même devenues incontournables lors des soirées après la rupture du jeûne, comme c'est le cas à Bachar, nous dit Djawida Babahmed. Croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur, nappée de miel ou de sirop de sucre, la zlabia est le fétiche numéro 1 des soirées ramadanesques. Les étals des pâtisseries et des marchés s'illuminent de couleurs dorées et orangées, créant ainsi un décor spécial ce mois-ci. Elle est l'adorée de tout le monde pendant le ramadan. C'est la tradition. Nous vendons plusieurs sortes de zlabia, chacun ses préférences. Il y en a celle de Boufarik, les cigares, chamia. Ces gourmandises sucrées sont aussi critiquées pour leur forte teneur en sucre. Les nutritionnistes et médecins mettent en garde contre sa consommation excessive, surtout après une journée de jeûne. Généralement, les jeûneurs craquent pour ces douceurs pendant le mois sacré. Ça devient habituel. Je conseille les jeûneurs de faire gaffe à la rupture du jeûne et au suhour. Ce sont deux repas qu'il faut choisir avec délicatesse. Le principe du jeûne, c'est de prendre soin de notre santé. Cela dit, la zlabia reste une valeur sûre du ramadan pour les amoureux des friandises. Un véritable rituel, un moment de partage et de plaisir qui réunit les familles à condition de la consommer avec modération. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée à vous.